J'étais assis sur mon canapé, jeudi soir. J'étais détendu après une longue journée passée à faire visiter des propriétés, lorsque mon téléphone s'est allumé avec une notification de la discussion de groupe familial. Le message de maman est apparu, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants ne faites que rendre les choses embarrassantes. Ma sœur Amanda a réagi avec un emoji rieur. Puis un autre. Ensuite, Craig, mon frère, s'est joint à eux. Davantage de visages rieurs ont inondé l'écran. Mon cœur est tombé dans mon estomac, alors que je me souvenais de quelque chose qu'ils avaient tous oublié. Je payais la salle de mariage avec ma carte de crédit depuis 3 mois. J'ai répondu, dans ce cas, vous n'aurez plus besoin de ma carte pour la salle. La discussion de groupe a explosé de nouveaux rires. Ils pensaient que je bluffais. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai fixé mon téléphone, tandis que les émojis rieurs se multipliaient comme une sorte de moquerie numérique cruelle. L'écran n'arrêtait pas de vibrer. Les messages affluaient, les uns après les autres, chacun plus méprisant que le précédent. Amanda a tapé, bien sûr, Damien. Tout ce qui peut t'aider à dormir la nuit. Maman a ajouté, toujours aussi dramatique, exactement comme ton père. Cette remarque m'a piqué. Papa était parti depuis 18 mois, et elle utilisait déjà sa mémoire comme une arme contre moi. Puis Craig s'est joint à la fête, mec, personne ne veut de ta charité de toute façon. J'ai posé le téléphone et je suis allé dans ma cuisine, les mains tremblantes. L'appartement semblait trop calme, trop vide. Jackson et Sophie étaient chez leur mère cette semaine. Mes enfants, âgés de 8 et 6 ans. Ils aimaient leur grand-mère, leur tante, leur oncle, et maintenant ces mêmes personnes me disaient que nous rendions les choses embarrassantes, que nous n'étions pas les bienvenus à un mariage de famille. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai trouvé la carte de crédit, celle sur laquelle j'avais stupidement mis la compte de la salle il y a 3 mois, quand Amanda m'avait appelé en pleurs. Elle avait supplié, disant que Derek, son fiancé, venait d'une famille pauvre et ne pouvait pas se permettre le mariage de rêve qu'elle avait toujours voulu. Pourrais-je simplement payer la compte? Elle me rembourserait mensuellement. Promis. J'avais reçu exactement 0 paiement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le relevé de carte de crédit. 23 000 $. C'est ce que la salle avait facturé jusqu'à présent. J'avais couvert les paiements minimums, regardant les intérêts s'accumuler, pendant que ma sœur planifiait sa journée parfaite. J'étais déjà en difficulté. Le divorce avec Christine, il y a 2 ans, m'avait anéanti financièrement. L'immobilier commercial rapportait bien quand les transactions se concluaient, mais le travail à la commission signifiait l'abondance ou la famine. Dernièrement, c'était plus la famine que toute autre chose, mais j'avais aidé quand même, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Et maman s'était assurée que je le sache, ta sœur ne se marie qu'une seule fois, Damien. Ne sois pas égoïste comme ton père. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la société de carte de crédit. Le système automatisé a essayé de me diriger vers des menus, mais j'ai continué à appuyer sur 0 jusqu'à ce que j'obtienne une personne réelle. Ici Marcus. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'annuler l'autorisation de prélèvement de la part de l'établissement l'événement du manoir Riverside. Un instant, monsieur. Des clics de touche se sont fait entendre en arrière-plan. Je vois plusieurs prélèvements de ce fournisseur. Les contestez-vous? Pas encore. Je veux juste m'assurer qu'aucun futur prélèvement ne passe. Je peux placer un blocage sur ce fournisseur. Laissez-moi juste vérifier. Il y a un débit en attente de 12 000 $, prévu pour être traité dans 3 jours. Il sera refusé. Est-ce exact? Mon estomac s'est tordu. 12 000 $. Le paiement final de la salle. Le mariage avait lieu dans 2 semaines. Sans ce paiement, il n'y aurait pas de mariage. Oui, c'est exact. C'est fait. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, merci. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence. Une partie de moi se sentait mal. Une partie de moi se sentait libre. Je venais de neutraliser le mariage de ma sœur. Mais elle m'avait volé en premier, n'est-ce pas? Et ensuite, elle m'avait dit que mes enfants et moi n'étions pas les bienvenus. La discussion de groupe était restée silencieuse. 30 minutes se sont écoulées. Je me suis préparé un sandwich que je n'ai pas pu manger. Puis mon téléphone a explosé. Amanda a appelé en premier. J'ai répondu, que as-tu fait?
Elle criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. La salle vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement a été refusé. Tu sabotes mon mariage. Tu es un frère horrible. Je te déteste. Je te déteste. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Maman a appelé ensuite. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais une partie masochiste de moi voulait entendre ce qu'elle dirait. Comment oses-tu faire ça à ta sœur, le jour de sa fête spéciale? Sa voix était glaciale. Tu n'es pas mon fils. Ne contacte plus jamais cette famille. Clic. Craig a envoyé un message texte, j'ai toujours su que tu étais égoïste. Papa aurait honte. J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone, quand il a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Allô? Est-ce bien Damien Fletcher? Oui, c'est moi. Je suis Patricia Patterson des événements du manoir Riverside. J'appelle concernant votre carte de crédit au dossier pour le mariage d'Amanda Fletcher. J'ai annulé l'autorisation des prélèvements. Oui, j'en suis consciente. Mais je dois vous demander quelque chose. Savez-vous que votre sœur utilisait votre carte pour des services supplémentaires, au-delà de la location de la salle? Mon sang s'est glacé. Que entendez-vous par service supplémentaire? Monsieur Fletcher, d'après nos dossiers, votre carte a été débitée pour une amélioration du service traiteur, un forfait bar ouvert premium, la suite lune de miel et le dîner de répétition. Le total s'élève à 41 000 $. Je ne pouvais plus respirer. 41 000. Oui. Mademoiselle Fletcher nous a dit que vous possédiez la société mère de notre salle, que vous preniez en charge toutes les dépenses, en guise de cadeau de mariage. Elle nous a fait facturer tout cela sur votre carte, au cours des derniers mois. Je ne possède rien du tout. Je suis agent immobilier commercial. J'ai mis un acompte pour la salle comme une faveur. C'est tout. Madame Patterson est restée silencieuse un instant. Je vois. Monsieur Fletcher, je pense que vous devriez examiner vos relevés de carte de crédit très attentivement, et vous pourriez vouloir parler à notre service des fraudes. Après qu'elle ait raccroché, j'ai affiché l'historique complet de ma carte de crédit. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine faire défiler l'écran. Des prélèvements remontant à 5 mois, des fleurs d'une certaine boutique, la photographie, la vidéographie, un gâteau de mariage d'une pâtisserie chic, des choses dont je n'avais jamais discuté avec Amanda, des choses que je n'avais jamais approuvées. Elle m'avait volé plus de 50 000 $, et quand j'ai essayé de l'arrêter, elle m'a dit que je n'étais pas le bienvenu au mariage. Ma propre mère m'a dit que je n'étais plus son fils. Je suis resté assis dans ma cuisine jusqu'à minuit, fixant ces chiffres, et j'ai réalisé que ma famille m'utilisait depuis tout ce temps. J'étais juste une carte de crédit pour eux, un compte en banque sur pattes. Et quand j'ai finalement dit non, quand je me suis enfin défendu, ils m'ont chassé comme si j'étais le méchant. Vendredi matin, j'ai appelé à nouveau ma société de carte de crédit. Cette fois, j'ai demandé le service des fraudes. La représentante, une femme nommée Jennifer, a tout écouté, les prélèvements non autorisés, les mensonges d'Amanda aux fournisseurs, le montant total. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un instant. Monsieur Fletcher, il s'agit clairement d'une fraude. J'ouvre une enquête immédiatement. Tous les prélèvements seront gelés, en attendant un examen. Vous ne serez pas responsable de tout montant que nous déterminerons non autorisé. Qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Si notre enquête confirme la fraude, nous engagerons des poursuites pénales. Ce n'est pas un petit montant. Nous parlons de vol qualifié. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Une partie de moi aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, je me sentais vide. Je venais de mettre en branle quelque chose qui pourrait envoyer ma sœur en prison. Le groupe de discussion était passé sous silence. 30 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. J'ai ignoré les appels. Amanda, maman, Craig, même des tantes et des oncles à qui je parlais à peine. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Puis j'ai fait l'erreur de consulter les réseaux sociaux. Amanda avait posté un long message sur sa page publique, « Je n'arrive pas à croire ce que mon frère me fait. Il essaie de ruiner mon mariage parce qu'il est jaloux que j'ai trouvé l'amour après l'échec de son propre mariage. J'ai été rien d'autre que gentil avec lui, et voici comment il me le rend. Veuillez garder Derek et moi dans vos prières pendant cette période difficile. » Il y avait déjà 300 « j'aime ». Les commentaires affluaient, « Je suis tellement désolé que tu doives gérer ça.
Certaines personnes ne supportent pas le bonheur des autres. Coupe-lui les ponts. Tu n'as pas besoin de cette négativité. Ma mâchoire s'est serrée. Elle se peignait elle-même en victime, faisant de moi le méchant aux yeux de tous ceux qui nous connaissaient. Et personne ne demandait ma version de l'histoire. Au cours des heures suivantes, mon téléphone a sonné avec des appels de la famille élargie. Tante Marie, oncle Rob, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Chacun d'eux a appelé pour me dire à quel point j'étais une personne horrible. Comment pouvais-je faire ça à la douce Amanda? Est-ce que la famille ne comptait pas pour moi? Pourquoi étais-je si amer et en colère? J'ai essayé d'expliquer à quelques-uns d'entre eux. J'ai montré à tante Marie les relevés de carte de crédit, quand elle est venue à mon appartement, exigeant en fait que je m'excuse. Elle a regardé les chiffres, puis m'a regardé. Tu lui as probablement donné la permission et tu as oublié. Tu es tellement stressé par le divorce, Damien. Paie simplement le mariage et arrête de causer des problèmes. Elle est partie sans écouter un mot de plus. En soirée, j'étais épuisé, vidé émotionnellement. J'avais été traité d'égoïste, d'amer, de jaloux, de cruel et de vindicatif plus de fois que je ne pouvais compter. Aucune personne n'avait demandé si j'allais bien. Aucune personne n'avait remis en question l'histoire d'Amanda. Puis mon téléphone a sonné. Christine, mon ex-femme. Mon cœur s'est serré. Nous avions une relation de coparentalité décente, la plupart du temps. Cordiale, fonctionnelle. Mais sa voix, lorsque j'ai répondu, était de la pure fureur. Qu'est-ce que tu racontes à nos enfants au sujet de ma famille? Quoi? Rien. De quoi parles-tu? Sophie est rentrée à la maison en pleurant aujourd'hui. En pleurant, Damien. Elle a dit que grand-mère lui avait dit que papa ne les aimait plus. Jackson m'a dit que tante Amanda avait dit que tu essayais de faire du mal à la famille. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Ils ont dit quoi? Ne fais pas l'idiot. Ils ont 8 et 6 ans. Ils sont terrifiés. Ils pensent que tu détestes ta propre famille, ce qui signifie que tu dois nous détester aussi. Christine, ce n'est pas ce qui se passe. Amanda m'a volé 50 000 $. J'ai arrêté le paiement sur la carte, et maintenant ils montent tout le monde contre moi, y compris nos enfants. Oh, s'il te plaît. 50 000 $. Tu t'attends à ce que je croie que ta sœur a volé 50 000 $ et que personne ne l'a remarqué? J'ai les relevés. Je peux te les montrer. Je ne veux pas voir tes relevés. Je veux que tu règles ce drame que tu as avec ta famille et que tu le gardes loin de mes enfants. De nos enfants. Tu comprends? Ce n'est pas moi qui leur ai parlé. Ta mère et Amanda l'ont fait. Arrête de chercher des excuses. Arrête de jouer la victime. Arrête, c'est tout. Elle a raccroché. Je suis resté là, tenant mon téléphone, ayant l'impression que le monde basculait. Ils avaient atteint mes enfants, empoisonné Jackson et Sophie contre moi. Ils leur avaient fait croire que leur père était une sorte de monstre. 10 minutes plus tard, un courriel est arrivé de l'avocate de Christine. La ligne d'objet disait « Audience de garde d'urgence ». Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Christine demandait la garde complète, citant mon comportement instable, mon conflit avec la famille élargie et des préoccupations concernant mon état mental qui créaient un environnement hostile pour les enfants. L'audience était prévue pour le mardi suivant, dans 4 jours. J'ai appelé mon avocat de divorce, Tom Sanders. J'ai laissé un message vocal, le suppliant de me rappeler. Je lui ai envoyé le courriel. Puis je me suis assis sur mon canapé et j'ai mis ma tête dans mes mains. J'avais essayé d'empêcher qu'on me vole. C'est tout ce que j'avais fait. Poser une limite. Dire non. Et en réponse, ma famille m'avait déclaré la guerre. Ils allaient prendre mes enfants, détruire ma relation avec Jackson et Sophie, faire de moi quelque chose que je n'étais pas. Et le pire, je ne savais pas comment riposter. Chaque geste que je faisais semblait empirer les choses. Chaque fois que j'essayais de me défendre, ils le transformaient en plus de munitions contre moi. J'ai regardé mon téléphone, la discussion de groupe familial qui avait commencé tout ça. Le message de maman était toujours là, toi et tes enfants ne faites que rendre les choses embarrassantes. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais le problème. Peut-être que j'aurais dû me taire et laisser Amanda me voler. Les laisser m'utiliser. Les laisser me marcher dessus. Au moins,
j'aurai encore mes enfants. Le week-end est passé dans un flou d'anxiété. Tom Sanders, mon avocat, m'a finalement rappelé samedi matin. J'ai tout expliqué, la fraude par carte de crédit, la réaction de la famille, la demande de garde d'urgence de Christine. D'accord, doucement, a dit Tom. Traitons une chose à la fois. L'audience de garde est mardi. Nous devons nous préparer. Apportez tous vos relevés de carte de crédit. Toute communication avec votre sœur concernant la salle, tout ce qui montre que vous étiez raisonnable et qu'elle volait. Est-ce que ce sera suffisant? Ça devrait l'être. La demande de Christine est basée sur votre instabilité, mais vous ne l'êtes pas. Vous répondez de manière appropriée au fait d'être fraudé. Le juge le verra. Je voulais le croire. Mardi matin, j'ai mis mon meilleur costume, celui que je portais pour conclure de grosses affaires. Je voulais avoir l'air stable, responsable, comme le père que j'étais. J'ai conduit jusqu'au palais de justice 45 minutes à l'avance, trop nerveux pour attendre à la maison. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était froid, institutionnel. J'étais assis sur un banc, révisant mes documents pour la 100e fois, lorsque Christine est arrivée avec son avocate, une femme d'une 50aine d'années à l'air vif, nommée Barbara Klein. Christine ne voulait pas me regarder. Puis j'ai vu ma mère entrer. Elle m'a aperçu et son visage s'est tordu de dégoût. Elle s'est assise sur un banc près de Christine et elles ont parlé à voix basse. Ma propre mère était là pour témoigner contre moi. Quand ils nous ont appelés dans la salle d'audience, mes mains transpiraient. Juge Morrison était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et portant des lunettes de lecture. Elle a examiné la requête d'urgence pendant que nous étions tous assis en silence. Mademoiselle Klein, vous pouvez présenter votre cas. Barbara Klein s'est levée. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce que M. Fletcher a démontré un comportement de plus en plus erratique et préoccupant, qui crée un environnement dangereux pour ses enfants. Elle a exposé le cas. Comment j'avais soudainement retiré mon soutien financier à ma famille, comment j'avais créé un conflit juste avant le mariage de ma sœur, comment j'avais envoyé des messages hostiles, comment les enfants étaient rentrés à la maison effrayés et confus. Les enfants ont signalé que la mémoire de leur grand-père est bafouée par les actions de leur père. Que les réunions de famille sont devenues hostiles, qu'ils se sentent pris au milieu de conflits d'adultes qu'ils ne comprennent pas. J'ai écouté, devenant de plus en plus en colère à chaque seconde. Rien de tout cela n'était vrai. Je m'étais défendu. C'est tout. Puis Barbara a lâché la bombe. Votre honneur, je voudrais soumettre des preuves du comportement menaçant de M. Fletcher. Elle a remis des documents au juge et à Tom. J'ai regardé ma copie. Des captures d'écran de messages textes, envoyés de mon numéro à Amanda, je vais détruire ton mariage et te le faire payer. Ta mère et toi regretterez de m'avoir défié. Je vais récupérer tout ce que vous avez. J'ai fixé ces mots, mon numéro de téléphone, ma photo de contact. Mais je n'avais jamais envoyé ces messages, jamais écrit ces mots. Votre honneur, a continué Barbara, j'ai aussi des preuves audio. Elle a fait jouer un enregistrement. Ma voix, ou quelque chose qui sonnait exactement comme ma voix, disant des choses terribles sur Christine, disant que je n'avais jamais voulu d'enfant. Traitant Sophie d'erreur, disant que Jackson ressemblait trop à sa mère, faible et géniard. J'ai eu envie de vomir. Je n'avais jamais dit aucune de ces choses. Je ne les avais même jamais pensées. Mais c'était ma voix. Comment était-ce ma voix? Juge Morrison m'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Fletcher, avez-vous envoyé ces messages? Non, votre honneur. Je n'ai jamais envoyé cela. Avez-vous fait ces déclarations au sujet de vos enfants? Absolument pas. Je ne dirai jamais ces choses. J'aime mes enfants plus que tout. Tom s'est levé. Votre honneur, mon client nie avoir envoyé ces messages ou fait ces déclarations. Nous aimerions demander une analyse médico-légale de cette preuve. Demande notée, a dit juge Morrison. Cependant, étant donné la gravité de ces allégations et l'enregistrement audio, j'accorde une ordonnance temporaire. Monsieur Fletcher, vous n'aurez droit qu'à une visite supervisée, 4 heures par semaine, en attendant une enquête complète. Mon monde s'est effondré. 4 heures un après-midi, et supervisé, ce qui signifie que quelqu'un me regarderait avec mes propres enfants, comme si j'étais un danger pour eux. Votre honneur, s'il vous plaît, ai-je dit, je n'ai rien fait de tout cela. Quelqu'un me piège. Monsieur Fletcher, je comprends que c'est difficile,
mais tant que nous ne pouvons pas vérifier l'authenticité de cette preuve, je dois donner la priorité à la sécurité des enfants. Nous nous réunirons à nouveau dans 30 jours pour une audience complète. Le maillet s'est abattu. Je suis sorti de cette salle d'audience dans un état second. Tom me parlait, disant quelque chose sur les appels et les enquêtes, mais je ne pouvais pas l'entendre. Christine est passée rapidement sans me regarder, mais ma mère s'est arrêtée juste devant moi. Elle s'est penchée et a chuchoté, « Tu aurais dû te taire et payer le mariage. » Puis elle est partie, souriant. Je suis resté là, dans le couloir du palais de justice, et j'ai compris. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas seulement Amanda qui était vindicative. Ils avaient planifié cela, coordonné tout. Les faux messages, le faux audio, l'attaque pour la garde, tout était conçu pour me détruire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ces enregistrements audio. Ma voix, mais pas mes mots. Comment était-ce possible? J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur le clonage de voix par IA, les deepfakes, la synthèse audio. La technologie existait. Ce n'était même plus si compliqué. Il suffisait d'échantillons audio clairs et du bon logiciel. Puis je me suis souvenu de quelque chose. J'ai affiché les réseaux sociaux de Derek, le fiancé d'Amanda, l'homme que je n'avais jamais vraiment appris à connaître. Son profil indiquait qu'il travaillait dans la production audio. J'ai fait défiler ses publications. Il y avait des projets sur lesquels il avait travaillé, des démos, et puis je l'ai trouvé. Une publication datant de 6 mois, je viens de terminer un projet incroyable, utilisant la synthèse vocale par IA. L'avenir de la production audio est là. Derek avait créé les fausses preuves. J'en étais sûr. Il avait les compétences, l'accès à ma voix à partir de vidéos de famille, la motivation pour aider Amanda. Mais comment pourrais-je le prouver? Et même si je le pouvais, qui me croirait maintenant? Mercredi matin, j'ai essayé de me concentrer sur le travail. J'avais une transaction majeure en cours de clôture. Un client nommé Richard Harrison travaillait avec moi depuis 3 mois, pour trouver l'immeuble de bureau parfait pour sa start-up technologique en expansion. Le bâtiment que nous avions trouvé était idéal, 10 000 pieds carrés dans un excellent emplacement. La commission s'élèverait à 87 000 $. De l'argent dont j'avais désespérément besoin maintenant, avec les frais juridiques qui s'accumulaient et la visite supervisée nécessitant des moniteurs payants. J'étais en train de revoir les documents de clôture quand mon téléphone a sonné. Monsieur Harrison, Richard, bonjour. J'étais justement en train de passer en revue les. Je mets fin à notre accord, Damien. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Quoi? Pourquoi? Je ne fais pas affaire avec des gens qui maltraitent leur famille. Sa voix était froide, distante, pas le client amical avec lequel j'avais passé des mois à travailler. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? J'ai reçu des informations sur vous. Des messages que vous avez envoyés à votre sœur. Des enregistrements audio. J'ai une fille, Damien. La façon dont vous avez parlé de vos propres enfants, c'est dégoûtant. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Richard, s'il vous plaît, ce ne sont pas réels. Quelqu'un a fabriqué. Il a raccroché. Je suis resté assis, fixant mon téléphone. Quelqu'un avait envoyé les fausses preuves à mes clients. Il ne s'agissait plus seulement de détruire mes relations familiales. Il s'en prenait à ma carrière. Au cours des 2 jours suivants, cela a empiré. 3 autres clients ont appelé pour mettre fin à leurs accords. Tous avaient reçu des courriels anonymes avec les faux messages textes et les enregistrements audio. Tous ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Ma licence de courtier pourrait être en danger si les clients commençaient à déposer des plaintes. Ma réputation, construite sur 12 ans dans l'immobilier commercial, était systématiquement détruite. Jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. Damien Fletcher à l'appareil. Monsieur Fletcher, ici Ronald Brennan. Je suis l'avocat qui gère la succession de votre défunt père. Papa. J'avais été tellement absorbé par la crise actuelle, que j'avais à peine pensé au processus d'homologation qui continuait de s'éterniser, 18 mois après sa mort. Oui, monsieur Brennan. Est-ce que tout va bien? Nous devons discuter de la distribution de votre héritage. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? Bien sûr. Y a-t-il un problème?
Il est préférable d'en discuter en personne. 10 heures vous conviendrait-elle? J'ai accepté et j'ai raccroché, un nouveau nœud d'anxiété se formant dans mon estomac. Vendredi matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Monsieur Brennan, au centre-ville. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux yeux gentils et à la façon de parler prudente. Il m'a fait signe de m'asseoir. Damian, je vais être direct avec vous. Votre sœur Amanda a déposé une requête pour contester le testament de votre père. Quoi? Elle prétend que votre père souffrait de démence lorsqu'il a révisé son testament il y a 2 ans, qu'il ne savait pas ce qu'il signait. Elle cherche à ce que vous soyez retiré de la liste des bénéficiaires et à ce que votre part soit redistribuée entre elle et votre frère Craig. J'ai eu le vertige. Papa n'avait pas de démence. Il était lucide jusqu'à la fin. Je sais. Je l'ai rencontré plusieurs fois pendant cette période. Il était tout à fait compétent, mais Amanda a engagé un avocat. Et votre mère soutient sa requête. Ils affirment que vous l'avez manipulé, alors qu'il était vulnérable. Combien est en jeu? La succession de votre père vaut environ 1 200 000 $. Partagé en 3, cela représente 400 000 $ chacun. Si Amanda réussit, vous ne recevriez rien. 400 000 $. De l'argent qui pourrait résoudre tous mes problèmes actuels. De l'argent que papa avait voulu que j'aie. Et Amanda essayait de prendre cela aussi. Il y a autre chose, a dit Monsieur Brennan. Son visage était grave. J'ai examiné les dossiers financiers de votre père, faisant ma diligence raisonnable en tant qu'exécuteur. J'ai trouvé quelque chose de dérangeant. Il a glissé un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires. J'ai reconnu les numéros de compte de papa. Votre mère avait procuration pendant la dernière année de votre père. Ces relevés montrent une série de gros virements, des comptes de votre père, vers des comptes au nom d'Amanda, 230 000 $ transférés sur une période de 8 mois, juste avant qu'il ne décède. J'ai fixé les chiffres. Ils l'ont volé. Cela semble certainement être le cas. Le moment est suspect. Les montants sont importants. Et aucun de ces virements n'a été mentionné dans les discussions familiales sur la succession. Donc, la dette de mariage d'Amanda, l'argent qu'elle a dépensé, pourrait avoir été l'argent de votre père qui a été pris de manière inappropriée. Oui. Je me suis assis sur ma chaise. Le tableau devenait clair. Amanda avait volé papa pendant qu'il mourait. Elle avait brûlé l'argent, puis elle en a eu besoin de plus. Alors elle a commencé à utiliser ma carte de crédit. Quand je lui ai coupé les vivres, elle a orchestré toute cette attaque pour me détruire et prendre mon héritage aussi. Que pouvons-nous faire, ai-je demandé. Je vais m'opposer à la requête vigoureusement. Le testament de votre père a été exécuté correctement. J'ai des notes de nos réunions, montrant sa compétence, et maintenant nous avons des preuves d'irrégularité financière de la part de votre mère et de votre sœur. Cela renforce en fait votre position. Je l'ai remercié et je suis parti. Mais au lieu de me sentir soulagé, je me sentais pire. Ma mère et ma sœur avaient volé mon père mourant, l'avaient utilisé, et quand il a été parti, elles se sont tournées vers moi. J'étais en train de rentrer chez moi quand mon téléphone a sonné. Christine. Quoi encore? Je ne voulais pas paraître si amer, mais j'en avais fini de faire semblant. Damian, je viens de recevoir un appel de mon avocate de garde. Génial. Que ai-je censément fait maintenant? La société de cartes de crédit a porté plainte contre Amanda pour fraude. C'est dans toutes les nouvelles. Il va y avoir un procès pénal. Je me suis garé sur le bord de la route. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Je sais. Barbara a enquêté. Apparemment, lorsque la fraude dépasse 50 000 $, ils engagent automatiquement des poursuites pénales. C'est la politique de l'entreprise. D'accord. Damian, est-ce vrai? T'a-t-elle vraiment volé autant? Oui, Christine. Elle a volé plus de 50 000 $. Ensuite, elle m'a dit que mes enfants et moi n'étions pas les bienvenus à son mariage, alors j'ai arrêté le paiement. C'est tout ce que j'ai fait. Silence sur la ligne. Pourquoi n'as-tu pas mieux expliqué ça au tribunal? Parce que ton avocate ne voulait pas me laisser parler. Parce que le juge a vu de fausses preuves qui m'ont fait passer pour un monstre. Parce que personne ne voulait entendre ma version. Plus de silence. Alors, je dois réfléchir à ça. Elle a raccroché.
J'étais assis dans ma voiture sur le bord de la route, et j'ai réalisé que j'avais touché le fond. Mon entreprise était détruite. Mon héritage était contesté. Je ne pouvais pas voir mes enfants, sauf 4 heures par semaine avec un superviseur. Ma famille avait monté tout le monde contre moi. Et la femme que j'avais aimée au point de l'épouser pensait que j'étais un monstre. Tout ça parce que j'avais dit non. Parce que je m'étais défendu. Parce que j'avais refusé de continuer à me faire voler. Peut-être que tante Marie avait raison. Peut-être que j'aurais dû simplement payer le mariage et me taire. Au moins, j'aurais encore ma vie. La visite supervisée a eu lieu dans un lieu neutre, une petite pièce triste dans un bâtiment des services à la famille, avec de vieux jouets et des chaises inconfortables. Une femme nommée Madame Chen était assise dans un coin avec un presse-papier, observant chacun de mes mouvements avec Jackson et Sophie. Sophie ne voulait pas me regarder. Elle était assise sur une chaise près de la fenêtre, les bras croisés, fixant l'extérieur. Jackson reconnaissait au moins ma présence, mais il était différent, sur ses gardes, distant. « Et, mon pote, comment va l'école ? » ?»« Bien. »« As-tu fini ce projet scientifique dont tu me parlais ? » ?»« Oui. » J'ai essayé pendant 30 minutes de percer le mur qu'ils avaient construit. Madame Chen prenait des notes sur son presse-papier. Chaque question que je posais, chaque tentative de connexion, était documentée et analysée. Finalement, Sophie a parlé. « Papa, pourquoi es-tu en colère contre grand-mère ? » Mon cœur s'est brisé. Je ne suis pas en colère contre grand-mère, ma chérie. Elle dit que tu le hais. Elle dit que tu essaies de faire du mal à tante Amanda. Ce n'est pas vrai. Nous, les adultes, nous avons eu un désaccord au sujet d'argent. Tante Amanda dit que tu es méchant maintenant. Que tu as changé après que maman et toi ayez divorcé. J'ai regardé Madame Chen. Elle m'a fait un léger signe de tête. Permission de continuer. Sophie, Jackson, j'ai besoin que vous sachiez tous les deux quelque chose. Je vous aime plus que tout au monde. Rien de ce qui se passe avec la famille ne change cela. Jamais. Sophie m'a finalement regardé. Ses yeux étaient pleins de confusion et de douleur. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas te voir normalement ? Pourquoi Madame Chen doit-elle nous surveiller ? Parce que certaines personnes ont dit au juge des choses sur moi qui n'étaient pas vraies, mais nous allons arranger ça. Je vous le promets. Les 4 heures ont semblé une éternité et aucun temps du tout. Quand Madame Chen a dit que notre temps était écoulé, Sophie m'a serré brièvement dans ses bras. Jackson m'a donné un high-five maladroit. Puis ils sont partis avec leur mère, et je suis resté seul dans cette pièce, essayant de ne pas pleurer. Ma situation financière était critique. J'avais perdu 4 clients majeurs. Mes cartes de crédit étaient au maximum à cause des frais juridiques. L'hypothèque de mon appartement était due, et je n'avais pas assez pour la couvrir. Ma cote de crédit avait chuté. L'enquête pour fraude sur la carte signifiait que ces prélèvements étaient gelés, mais mon crédit disponible l'était aussi. J'étais à 2 semaines de n'avoir plus rien. Cette nuit-là, assis dans mon appartement vide, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce bien Damien Fletcher ? Oui. Je m'appelle Harper Sullivan. Vous ne me connaissez pas, mais je connais Derek Carmichael. J'ai entendu ce qu'ils sont en train de vous faire. Nous devons parler. Qui êtes-vous ? Je suis l'ex-petit ami de Derek. Je suis sorti avec lui pendant 3 ans. Il m'a fait exactement ce qu'il vous fait maintenant. S'il vous plaît, rencontrez-moi demain. Je peux aider. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café de l'autre côté de la ville, un endroit où je ne rencontrerais personne que je connaissais. Harper était au début de la trentaine, d'apparence professionnelle, avec des yeux fatigués qui suggéraient qu'elle avait traversé son propre enfer. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-elle dit, jetant des regards nerveux autour d'elle. « Vous avez dit que Derek vous avait fait ça aussi ? » Pas exactement la même chose, mais similaire. Quand j'ai essayé de le quitter, il est devenu nucléaire, il a créé de fausses preuves, des SMS que je n'avais jamais envoyés, des courriels prétendument de mon compte. Il a même fait des enregistrements audio de moi, disant soi-disant des choses terribles sur ma fille de mon précédent mariage. Mon sang s'est glacé. Exactement ce qu'il m'a fait. J'ai perdu mon emploi. Mon ex-mari a demandé la garde complète et l'a obtenue. Il m'a fallu 2 ans pour reconstruire ma vie,
et Derek est passé à sa prochaine victime, Amanda. Peut-être. Ou peut-être qu'elle travaille avec lui. Je ne sais pas. Harper a sorti un ordinateur portable de son sac. Quand Derek et moi vivions ensemble, avant que tout ne tourne mal, j'avais accès à son ordinateur. J'ai fait des copies de certains fichiers. Je n'aurais probablement pas dû, mais quelque chose me disait que j'en aurais besoin. Elle a ouvert des dossiers. À l'intérieur se trouvaient des fichiers audio, des projets vidéo, des logiciels dont je n'avais jamais entendu parler, des tutoriels sur la synthèse vocale, des projets d'entraînement où Derek avait cloné des voix de célébrités. La preuve qu'il avait la capacité de créer les fausses preuves. Il y a plus. Elle a cliqué sur un autre dossier. Des messages textes entre Derek et Amanda. Des captures d'écran remontant à 7 mois, avant qu'ils n'annoncent leur fiançailles. Je les ai lus, me sentant mal. Derek, ton frère a l'air d'être une cible facile. Riche, divorcé, coupable envers la famille. Parfait. Amanda, il fera n'importe quoi si maman le lui demande. J'ai juste besoin de jouer la carte de la mariée en difficulté. Derek, combien penses-tu qu'on peut obtenir? Amanda, au moins 50 000. Peut-être plus si nous sommes intelligentes. Ils ont planifié ça, ai-je murmuré. Depuis le début, a dit Harper. Derek a déjà fait ça. Pas seulement avec moi. Il y a au moins 3 autres femmes que je connais. Il rencontre quelqu'un qui a de l'argent ou des relations, gagne sa confiance, puis prend tout ce qu'il peut, et détruit quiconque se met en travers de son chemin. Puis-je utiliser ça au tribunal? C'est une preuve. Le visage d'Harper s'est effondré. C'est le problème. J'ai obtenu ces fichiers en accédant à l'ordinateur de Derek quand nous vivions ensemble. Un avocat m'a dit qu'il pourrait ne pas être admissible. La chaîne de conservation est discutable. Et si Derek prétend qu'ils sont faux, c'est ma parole contre la sienne. Mais il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire avec ça. Je suis prête à témoigner sur les capacités de Derek, sur ce qu'il m'a fait. Mais Damian, vous devez savoir quelque chose. Derek m'a menacé quand je suis parti violemment. J'ai dû déménager. Changer mon numéro de téléphone. Je regarde par-dessus mon épaule depuis 2 ans. Si je me manifeste maintenant, il s'en prendra à moi à nouveau. J'ai regardé cette femme qui avait tant souffert à cause du même homme qui détruisait ma vie. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Vous ne demandez pas. J'offre. Mais nous devons être intelligents. Nous avons besoin de preuves solides qui tiendront au tribunal. Pas seulement des captures d'écran qui pourraient être écartées. J'ai remercié Harper et j'ai pris des copies de tout ce qu'elle avait. Cette nuit-là, j'ai appelé Tom Sanders et j'ai expliqué ce que j'avais trouvé. Tom a examiné le matériel. C'est explosif, Damian. Mais Harper a raison. La chaîne de preuves est problématique, et Derek est un professionnel dans ce domaine. Il peut prétendre que ces fichiers sont manipulés. Cela pourrait se retourner contre nous. Alors, que dois-je faire? Laisse-moi parler à certaines personnes. Voir si nous pouvons obtenir une analyse médico-légale des fichiers audio originaux de l'avocate de Christine. Si nous pouvons prouver qu'ils sont faux, la preuve d'Harper devient corroborante plutôt que primaire. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Ce sera difficile à combattre. Contre l'avis de Tom, j'ai tout envoyé à Christine. Toutes les captures d'écran d'Harper, la preuve des capacités de Derek, une explication de ce qui s'était réellement passé. J'ai écrit, je sais que tu ne me crois pas. Je sais que j'ai l'air fou, mais s'il te plaît, regarde juste ceci. Nos enfants méritent de savoir la vérité sur qui est vraiment leur père. 2 jours plus tard, j'ai reçu une réponse de l'avocate de Christine, pas de Christine elle-même, Monsieur Fletcher, vos tentatives continuent de contacter ma cliente concernant des théories de conspiration non fondées constituent du harcèlement. Vous êtes en violation de l'ordonnance de communication du tribunal. Tout contact supplémentaire sera signalé au juge. De plus, nous déposons une requête pour suspendre entièrement votre droit de visite, en attendant une évaluation psychiatrique. Mes mains tremblaient en lisant. J'avais essayé de montrer la vérité à Christine, et cela avait été transformé en preuve de mon instabilité, de ma dangerosité. La motion a été déposée le lendemain. L'audience était prévue pour la semaine suivante. Ils allaient même m'enlever mes 4 heures. Je ne verrai plus du tout mes enfants. Je suis resté assis seul dans mon appartement,
regardant l'avis d'expulsion qui avait été collé à ma porte, 3 jours pour payer ou quitter. J'avais 900 $ sur mon compte en banque. Le loyer était de 2300. Tout ce que j'avais essayé de faire pour me défendre avait empiré les choses. Chaque preuve que j'avais trouvée avait été utilisée contre moi. Chaque allié que j'avais essayé de joindre s'était transformé en une autre arme pointée sur ma tête. J'avais perdu ma famille, ma carrière, mon argent, ma maison, mes enfants, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Je ne suis pas sorti du lit pendant 3 jours, j'ai laissé mon téléphone mourir, je n'ai pas mangé, je suis juste resté là, fixant le plafond, essayant de comprendre comment tout avait pu si mal tourner, si vite. Le 3e jour, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ignoré. Ils ont frappé à nouveau. Puis mon téléphone, que j'avais finalement branché, a commencé à sonner. Monsieur Brennan, l'avocat de mon père. Damian, j'essaie de te joindre depuis 2 jours. Où es-tu? À la maison. Je suis devant ton immeuble. Laisse-moi monter. J'ai trouvé quelque chose. Tu dois voir ça immédiatement. Je l'ai fait entrer. J'ai ouvert la porte en pantalon de survêtement et une chemise vieille de 3 jours. Il m'a jeté un regard, et son expression s'est adoucie. Habille-toi. On va à mon bureau. Ça ne peut pas attendre. 30 minutes plus tard, j'étais assis en face de lui, un café à la main, essayant de me concentrer. J'ai examiné les papiers personnels de votre père, a dit Monsieur Brennan. Pas seulement les dossiers financiers, tout. Lettres, journaux, notes. Votre père était méticuleux, Damian. Surtout dans ces derniers mois. Il a ouvert un journal relié en cuir. L'écriture de mon père, tremblante mais lisible. Il savait que son esprit faiblissait, les premiers stades de la démence. Mais il avait aussi des moments de clarté. Et dans ces moments, il a tout documenté. Monsieur Brennan a tourné les pages. Des entrées datant d'il y a 2 ans. Mon père écrivant qu'il remarquait de l'argent manquant dans les comptes. Interrogeant ma mère au sujet de ses explications qui n'avaient pas de sens. Surprenant Amanda dans des mensonges. Une entrée datée de 3 mois avant sa mort, je le vois maintenant. Ils prennent l'argent. Toutes les deux. Elle pense que je ne le remarque pas, mais je le remarque. Certains jours, j'oublie. Mais aujourd'hui, je me souviens de tout. J'ai besoin de protéger Damian. Il est le seul qui ne m'a pas volé. Une autre entrée, j'ai changé mon testament aujourd'hui. Je me suis assuré que Damian reçoive sa pleine part. Elles essaieront de la lui prendre. Elles diront que je ne savais pas ce que je faisais. Mais je sais. Je sais exactement ce que je fais. Ce journal est ma preuve. Ce sont mes mots écrits de ma main, sortis de mon esprit. Qu'elles essaient de le prendre. Je ne pouvais pas parler. Les larmes coulaient sur mon visage. Mon père avait su. Il avait vu ce qu'elles étaient, et il avait essayé de me protéger d'au-delà de la tombe. Cela change tout, a dit Monsieur Brennan. Nous pouvons utiliser ceci pour vaincre la requête d'Amanda. Les propres mots de votre père documentant sa compétence mentale et sa conscience du vol. C'est la preuve qu'il savait exactement ce qu'il faisait, quand il a rédigé son testament. Le tribunal l'acceptera-t-il? Absolument. Il est daté. Il est de son écriture, et il aborde directement les affirmations qu'Amanda est en train de faire. Nous ferons vérifier l'authenticité par un expert en écriture, mais je n'ai aucun doute qu'il est authentique. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une étincelle d'espoir. Cet après-midi-là, d'autres nouvelles sont arrivées. L'enquête pour fraude de la société de cartes de crédit avait conclu. Ils ont déterminé que tous les prélèvements étaient non autorisés. Chaque centime était remboursé, et en raison du montant et de la tromperie délibérée, ils portaient plainte au pénal contre Amanda. La poursuite était automatique pour les montants dépassant 50 000 $. L'affaire avançait, que je coopère ou non. 2 jours plus tard, le monde soigneusement construit d'Amanda a commencé à s'effondrer. Le mariage était censé avoir lieu ce samedi-là, mais avec la salle annulée, pas d'argent pour en payer une nouvelle, et des accusations de fraude criminelle en instance, Derek a annulé par message texte « Je ne peux plus faire ça. C'est fini ». La réponse d'Amanda a été publique. Elle a posté une crise complète sur les réseaux sociaux. Des douzaines de publications, chacune plus dérangée que la précédente. Mon frère a détruit ma vie. Mon fiancé m'a quitté.
Tout est ruiné. Mais elle a ensuite commis une erreur critique. Dans sa rage, elle a posté « Mon frère a volé de l'argent des comptes de notre père. Il a manipulé papa alors qu'il était mourant. C'est lui le voleur, pas moi. » Sauf que ce n'était pas ce qui s'était passé. Elle avait inversé les faits, et les horodatage de ses publications ne correspondaient pas à la chronologie réelle des événements. Les membres de la famille élargie qui la soutenaient ont commencé à remettre en question l'histoire. Un des vieux amis de mon père, un comptable à la retraite nommé Gerald Morrison, a vu les publications. Il a appelé Monsieur Brennan. J'ai des Carl avec ses finances, nous a dit Gerald lors d'une conférence téléphonique. Je suis au courant de l'argent manquant. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit de confronter Eleanor et Amanda. Il l'a fait. Elles ont nié tout, mais Carl a tout documenté. Il m'a demandé d'être témoin si quelque chose arrivait. Je témoignerai. Gerald avait des relevés bancaires, des registres de virements, la preuve que ma mère avait transféré 230 000 $ des comptes de mon père vers ceux d'Amanda, des preuves qui correspondaient exactement à ce que mon père avait écrit dans son journal. Le tribunal des successions a programmé une audience d'urgence. La requête d'Amanda pour contester le testament s'effondrait avant même de commencer. Puis Christine a appelé. Sa voix était différente, incertaine. Damian, ma cousine travaille au palais de justice. Elle a vu les accusations de fraude criminelle contre Amanda. Le montant, la preuve. Elle m'en a parlé. D'accord. Je ne savais pas que c'était autant. Je ne savais pas pour le journal. Je ne savais rien de tout ça. J'ai essayé de te le dire. Je sais. Je sais. J'étais en colère à propos du divorce, encore. Je voulais croire que tu étais le problème. Je n'ai rien remis en question. J'ai juste supposé. Tu as supposé que j'étais un monstre. Oui, et j'avais tort. Nous avons parlé pendant 2 heures. J'ai tout expliqué. Je lui ai montré les entrées de journal que M. Brennan m'avait envoyées. Je lui ai montré les preuves de Gerald. Je lui ai montré la chronologie de comment Derek et Amanda avaient planifié cela dès le début. Christine a pleuré. Que ai-je fait à nos enfants? Ils pensent que leur père est une personne terrible. J'ai contribué à ce qu'ils le pensent. Nous pouvons arranger ça. Mais j'ai besoin que tu m'aides à arranger ça. Tout ce que tu voudras. Dis-moi quoi faire. Le même jour, d'autres dominos sont tombés. Craig, mon frère, avait été silencieux pendant tout cela. Mais M. Brennan a trouvé quelque chose dans les papiers de mon père, une version antérieure du testament datant d'il y a 4 ans. Dans cette version, Craig devait hériter de 600 000 $, la plus grande part, le fils préféré de papa. Mais dans la version finale, Craig n'obtenait que 300 000 $, le même montant qu'Amanda, et la part de Damian avait été augmentée à 400 000 $. M. Brennan a creusé plus profondément, a trouvé des preuves que Craig avait volé 20 000 $ à papa, il y a 3 ans, contracté un prêt au nom de papa, et ne l'avait jamais remboursé. Quand papa l'a découvert, il a changé le testament, coupé l'héritage de Craig de moitié, et m'a donné la différence. Craig était au courant de cela, il était furieux à ce sujet, et quand Amanda a commencé son stratagème, il s'est joint à elle, a aidé à coordonner l'attaque contre moi, espérant que si j'étais déshonoré et retiré du testament, sa part augmenterait. J'ai trouvé des messages textes sur le téléphone d'Amanda, que la police avait saisis dans le cadre de l'enquête pour fraude. Des messages entre Craig et Amanda. Craig, continue juste de pousser. Fais-le craquer. Il faut qu'il ait l'air instable. Amanda, Derek travaille sur l'audio. Ça sonnera parfait. Craig, une fois qu'il aura perdu la garde, on pourra faire en sorte que maman dépose une contestation de compétences. Dire qu'il est trop instable mentalement pour gérer un héritage. Ils avaient planifié chaque étape, chaque attaque, tout coordonné, tout conçu pour me détruire et prendre tout ce que j'avais. M. Brennan a déposé des poursuites civiles contre Craig et Amanda pour complot en vue de frauder. Craig a essayé de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Ses propres messages, ses propres mots. Finalement, il a accepté un règlement. Il a renoncé à tout son héritage. Les 300 000 $ sont allés à moi à la place. En échange, nous ne porterions pas de charge pénale contre lui. Derek, pendant ce temps, faisait l'objet d'une enquête, pas seulement pour ce qu'il m'avait fait. Harper s'est manifesté officiellement.
De même que 2 autres femmes, 3 victimes, toutes avec des histoires similaires, fausses preuves, clonage de voix, harcèlement systématique. Le bureau du procureur a ouvert une enquête sur Derek pour vol d'identité, fraude et harcèlement. Bien qu'il ne puisse pas l'arrêter sans preuve plus solide, sa réputation était détruite. Son entreprise de production audio s'est effondrée. Les clients l'ont laissé tomber. Il a fini par quitter complètement la ville. Amanda a plaidé coupable aux accusations de fraude. Le procureur a offert un marché, 18 mois de probation, pleine restitution de 50 000 $ et 200 heures de travaux communautaires. Elle a accepté. Un casier judiciaire, mais pas de prison. Ma mère a fait face à des accusations de détournement de fonds pour avoir pris de l'argent de la succession de mon père, 230 000 $. Elle a également accepté un plaidoyer, 2 ans de probation et un remboursement intégral à la succession. L'argent proviendrait de sa part de l'héritage, qui était distinct de ce que papa avait laissé à ses enfants. Toutes les deux avaient maintenant un casier judiciaire. Toutes les deux ont dû rembourser l'argent qu'elles avaient volé, et toutes les deux ont perdu le respect de la famille. Même les tantes et les oncles qui m'avaient condamné étaient dégoûtés quand ils ont appris la vérité. L'audience de garde d'urgence a été annulée. Christine a déposé une requête pour rétablir mes pleins droits de garde. Elle a témoigné qu'elle avait été induite en erreur par de fausses preuves, qu'elle avait agi trop hâtivement, qu'elle regrettait de ne pas avoir enquêté correctement. Le juge était furieux que de fausses preuves aient été présentées dans sa salle d'audience. Il a ordonné une enquête formelle sur la façon dont les faux SMS et l'audio avaient été créés et qui les avait soumis. Barbara Klein, l'avocate de Christine, a affirmé qu'elle avait reçu la preuve d'Amanda et qu'elle lui avait fait confiance quant à son authenticité. Le juge n'était pas entièrement satisfait de cette réponse, mais il a laissé tomber. Ma garde complète a été rétablie immédiatement. En fait, le juge est allé plus loin. Il m'a accordé la garde principale, sur la base de la reconnaissance de Christine qu'elle avait agi de manière inappropriée. Elle a convenu que c'était juste. La visite supervisée a été supprimée. Nous sommes revenus à notre horaire normal de coparentalité, mais maintenant j'avais les enfants 60% du temps au lieu de 50-50. Un mois après la fin des procédures pénales, j'étais assis dans une salle d'audience pour l'audience finale de la succession. La requête d'Amanda pour contester le testament avait été retirée. Le juge avait examiné le journal de mon père, le témoignage de Gérald et toutes les preuves de vol. Il est clair que Carl Fletcher savait exactement ce qu'il faisait, quand il a exécuté son testament final, a déclaré juge Morrison. Les entrées du journal démontrent une compétence mentale, une conscience de ses circonstances et une intention délibérée. De plus, la preuve d'irrégularité financière de la part des pétitionnaires renforce, plutôt qu'affaiblit, la validité de ses décisions. Le testament reste tel qu'il a été rédigé. La succession a finalement été clôturée. Avec la part confisquée de Craig et le recouvrement de l'argent détourné, j'ai reçu 650 000 $ après les frais juridiques, une sécurité financière pour la première fois depuis mon divorce. Plus important encore, j'avais retrouvé mes enfants. Ce premier soir après que tout ait été résolu, Jackson et Sophie étaient nerveux. Nous avons commandé une pizza et nous nous sommes assis ensemble sur le canapé. Je dois vous parler à tous les deux de ce qui s'est passé, ai-je dit. Ils m'ont regardé avec ses yeux larges et incertains. Grand-mère et tante Amanda ont fait de très mauvais choix. Elles ont menti à mon sujet. Elles ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et pendant un moment, il a semblé qu'elles allaient gagner, mais elles n'ont pas gagné, parce que la vérité finit toujours par se savoir. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Je pensais que tu ne nous aimais plus. Je l'ai serré contre moi. Sophie, je t'aimerai toujours. Rien dans ce monde ne pourra jamais changer cela. Pas les mensonges de grand-mère. Rien. Toi et Jackson êtes les personnes les plus importantes dans ma vie. Jackson, essayant d'être courageux, a dit, nous sommes désolés. Nous les avons crus, papa. Ne soyez pas désolés. Vous êtes des enfants, vous êtes censés faire confiance aux adultes dans votre vie. Ce n'était pas votre faute. Les adultes vous ont manqué. J'aurais dû mieux vous protéger de tout ça. Mais tu nous as protégés, a dit Jackson. Tu as riposté. Tu as prouvé qu'elle mentait. Et c'est ce que je veux que vous vous souveniez. Quand quelqu'un vous traite mal, quand quelqu'un ment à votre sujet, vous vous défendez. Vous ne les laissez pas gagner. Même quand c'est difficile, même quand ça semble impossible, vous vous battez pour la vérité.
Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, de la confiance, de la famille, de la façon dont le sang ne signifie pas toujours l'amour, et l'amour ne signifie pas toujours le sang. Ils ont posé des questions difficiles sur leur grand-mère, sur leur tante, sur les raisons pour lesquelles les gens qu'ils aimaient avaient blessé leur père. J'ai répondu honnêtement, de manière appropriée à leur âge, mais honnêtement. Ils le méritaient. Mon entreprise s'est lentement redressée. Monsieur Harrison, le premier client que j'avais perdu, a appelé 3 mois plus tard. Je vous dois des excuses, Damian. Des énormes. J'aurais dû vous parler avant de croire des courriels anonymes. Merci de dire cela. J'aimerais travailler à nouveau avec vous. Si vous voulez bien de moi. J'ai conclu l'accord sur l'immeuble de bureau. Cette commission de 87 000 $ est passée. D'autres clients sont revenus. Certains non, mais de nouveaux sont arrivés. Ma réputation s'est reconstruite, plus forte qu'avant, car maintenant les gens savaient que j'étais quelqu'un qui se défendait, qui ne laissait pas les autres lui marcher dessus. La famille élargie était divisée. Environ la moitié a pris contact pour s'excuser. Des tantes et des oncles qui m'avaient condamné ont admis qu'ils s'étaient trompés. Ils avaient cru les publications d'Amanda sur les réseaux sociaux sans poser de questions. J'ai pardonné à certains d'entre eux. D'autres, je les ai gardés à distance. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela ne signifie pas laisser les gens qui vous ont blessé avoir accès pour vous blesser à nouveau. Certains membres de la famille ont trouvé des excuses, affirmant qu'ils avaient été induits en erreur, qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir. J'étais poli avec eux, mais clair sur les limites. Je comprends que vous ayez été induits en erreur, disais-je. Mais vous avez également choisi de ne pas demander ma version. Vous avez choisi de croire le pire sans preuve. Cela me dit quelque chose sur notre relation. Et bien que je vous pardonne, les choses entre nous ne seront plus les mêmes. Ma mère ne s'est jamais excusée. Pas une seule fois. Même après sa condamnation pénale, même après avoir remboursé l'argent, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal, que j'avais détruit la famille, que tout était de ma faute pour ne pas avoir simplement payé le mariage d'Amanda. J'ai coupé tout contact. J'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai dit doucement à Jackson et Sophie que grand-mère avait fait des choix qui signifiaient que nous ne pouvions plus la voir. Que parfois, même les gens que nous aimons peuvent nous blesser si gravement que nous devons nous protéger, en nous éloignant. Ils ont compris, mieux que je ne m'y attendais. Les enfants sont résilients. Ils sont aussi intelligents. Ils en avaient vu assez pour savoir que leur grand-mère n'était pas sûre. Amanda a envoyé une lettre 6 mois plus tard, écrite dans le cadre de son conseil obligatoire. Ce n'était pas vraiment des excuses, plus une explication. Elle a admis que Derek l'avait manipulée, qu'elle avait été avide, qu'elle s'était convaincue que je lui devais quelque chose, parce qu'elle était en difficulté et que j'avais une carrière. Je sais que désolé n'est pas suffisant, a-t-elle écrit. J'ai détruit ta vie parce que je voulais un mariage chic, parce que je me sentais en droit d'avoir ton argent. Je ne peux pas revenir en arrière. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, celle que je suis devenue. J'ai lu la lettre 2 fois, je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour je serai prêt à avoir à nouveau une relation avec elle, mais pas aujourd'hui. Pas cette année. Peut-être jamais. Et j'étais d'accord avec ça. Christine et moi ne nous sommes jamais remis ensemble. Ce bateau avait navigué. Mais nous sommes devenus de vrais coparents, des partenaires pour élever nos enfants. Elle s'était excusée une centaine de fois, d'avoir cru les mensonges, de ne pas avoir enquêté, d'avoir failli me prendre mes enfants. J'étais tellement en colère à propos du divorce, a-t-elle admis. Je voulais que tu sois le méchant. Alors, quand ta famille m'a donné une histoire de méchant, je l'ai saisie. Je suis désolé, Damian. Je suis tellement désolé. Je te pardonne. Mais tu dois te pardonner aussi. Nous avons tous les deux fait des erreurs dans notre mariage. Nous avons tous les deux contribué au divorce. Ce qui importe maintenant, c'est que nous fassions mieux pour Jackson et Sophie. Nous sommes devenus amis. De vrais amis. Nous nous envoyons des messages au sujet des enfants, bien sûr, mais aussi au sujet de la vie, du travail, des petites choses. C'était étrange et merveilleux de découvrir que la personne que j'avais aimée au point de l'épouser pouvait devenir la personne en qui j'avais le plus confiance pour me soutenir. 6 mois après que tout se soit terminé, j'ai déménagé dans un nouvel appartement, un quartier plus agréable, 3 chambres.
Ainsi, Jackson et Sophie avaient chacun leur propre espace. J'ai utilisé une partie de l'argent de l'héritage pour un acompte. Le reste, je l'ai investi avec soin, suivant les conseils d'un planificateur financier. Les enfants s'épanouissaient. Jackson a rejoint l'équipe de basket-ball de l'école. Sophie a commencé à prendre des cours d'art. Il réussissait bien à l'école. Il riait. Il jouait. Ils étaient à nouveau juste des enfants, pas des pions dans une guerre d'adultes. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, une femme nommée Rachel que j'avais rencontrée lors d'une journée portes ouvertes d'un client. Elle était gentille, patiente, et comprenait que mes enfants passaient avant tout. Nous avons pris les choses lentement, sans pression, juste pour voir où ça pourrait mener. Mais surtout, je me suis concentré sur moi-même et mes enfants, sur la construction d'une vie qui semblait sûre, stable. Vrai. Un samedi matin, environ 8 mois après l'audience finale du tribunal, j'ai fait des crêpes pour Jackson et Sophie. Ils étaient assis au comptoir de la cuisine, du sirop partout, parlant l'un sur l'autre de leur plan pour la journée. « Papa, on peut aller au parc ?» a demandé Sophie. « Tyler peut venir ce soir pour des jeux vidéo » a ajouté Jackson. Mon téléphone a vibré. Une notification. Quelqu'un m'avait rajouté à la discussion de groupe familial. J'ai regardé l'écran, j'ai vu qu'Amanda avait posté quelque chose, une sorte de plaidoyer pour la sympathie ou l'attention. J'ai fixé cette notification un instant. Puis j'ai supprimé toute la conversation, bloqué tout le monde dedans, et je me suis tourné vers mes enfants. Le parc semble parfait. Et oui, Tyler peut venir. Sophie m'a serré dans ses bras. Jackson m'a donné un high five. Des moments normaux, beaux, quotidiens. C'était ce qui importait. Pas la vengeance, pas la justification, juste la paix. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. Le message texte qui avait tout déclenché. La fraude, la bataille pour la garde, les fausses preuves, la destruction systématique de ma vie, et comment j'avais riposté. Pas avec colère ou cruauté, mais avec la vérité, avec des preuves, en restant ferme sur celui que je savais être. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. La famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est déterminée par l'amour, le respect et la confiance. Certaines personnes essaieront de vous abattre. Parfois, ces personnes partagent votre ADN. Vous ne pouvez pas contrôler leur choix. Vous ne pouvez contrôler que votre réponse. Se défendre n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Établir des limites n'est pas cruel, c'est de l'autopréservation. Les gens qui vous aiment vraiment comprendront. Ceux qui ne vous aiment pas ne valaient de toute façon pas la peine d'être gardés. Mon père l'avait su. C'est pourquoi il m'avait protégé dans son testament. C'est pourquoi il avait tout documenté. Un dernier cadeau d'au-delà de la tombe, la vérité. La validation que je n'étais pas fou, que je n'avais pas tort, que je valais la peine d'être protégé. J'ai regardé Jackson et Sophie, du sirop sur leur visage, se disputant pour savoir si les crêpes aux pépites de chocolat ou aux myrtilles étaient meilleures. C'était ma famille. C'était ce pourquoi je m'étais battu, et cela valait chaque moment douloureux. Parfois, la personne pour laquelle il est le plus difficile de se battre, c'est soi-même. Mais vous valez la peine d'être défendu. Et quand vous vous levez, quand vous refusez d'être une victime, quand vous choisissez votre propre paix plutôt que l'approbation des autres, c'est là que vous gagnez vraiment. Non pas parce qu'ils ont perdu, mais parce que vous vous êtes enfin trouvés. Nous avons fini le petit déjeuner, nous nous sommes préparés, nous sommes allés au parc en nous tenant la main. Le soleil brillait. Sophie chantait une chanson de l'école. Jackson me parlait d'une vidéo amusante qu'il avait vue. Des moments ordinaires, des moments précieux. J'étais libre de la toxicité, libre de la manipulation, libre de la culpabilité, de l'obligation et des exigences sans fin. J'étais en train de construire ma propre famille, selon mes propres conditions. Et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment, complètement en paix. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à vous lever contre des membres de votre famille qui essayaient de profiter de vous? Comment avez-vous géré cela? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.